Bienvenue donc sur cette troisième conférence dans le cadre du cycle sur l'entreprise data-driven. Alors, la conférence s'appelle « Accélérer vos flux avec l'onde verte ». C'est assez mystérieux comme ça. Alors, c'est vrai qu'on sur ce cycle-là, et je crois qu'il faut vous imaginer au volant de votre planification supply chain, et vous avez fait le plein de data, et c'est comme si vous rouliez sur le boulevard Saint-Germain au petit jour, quand les feux sont bien alignés, les feux verts, et vous passez là à 40 et puis vous passez devant tous sans même ralentir. J'ai l'impression que la méthode se rapporte un petit peu à ça. Évidemment, là, on parle de planification, on ne parle pas de trafic routier, mais ça permet de fixer les esprits. Donc, pour nous parler de ce concept, de ces principes, de la démarche de mise en œuvre et des résultats obtenus chez des clients, je vous présente les trois intervenants donc, du cabinet Diagma. Il y a Jean-Patrice Netter, qui est son président et fondateur. Il y a Guillaume Détouche, associé chez Diagma, et Parid Carpinetta, qui est manager de Diagma. Voilà. Peut-être, Jean-Patrice, une petite introduction, même si beaucoup de gens connaissent le cabinet, mais peut-être vous pouvez nous donner quelques éléments sur l'activité de Diagma. Mais effectivement, je vais peut-être dire un mot Le micro ne fonctionne pas? Allô? Si, il fonctionne. Essayez pour voir. Essayez. Réessayez. Ouais, c'est bon. Hervé, tu m'entends? Oui, c'est bon. Bien, donc quelques mots d'abord de Diagma. Diagma est le cabinet de supply chain management, de conseil en supply chain, qui est sûrement le plus ancien, puisqu'il a 50 ans cette année, qu'on fêtera dans 2 ans, j'espère. C'est un cabinet, je vais expliquer en quelques mots ce qu'on fait. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la supply chain, parce qu'ici, tout le monde sait ce que c'est que la supply chain. Quand j'ai commencé dans ce métier, le mot n'existait pas. La logistique, on n'en parlait pas depuis Napoléon. Ça faisait quand même un peu de temps. Et mon premier client a été la Poste, qui m'a demandé de revoir le réseau de transport des lettres pour que le service soit amélioré et que 80%, je crois, des lettres soient distribuées le lendemain du jour où elles avaient été mises à la Poste. Donc ça, c'était quand même il y a très longtemps. Donc c'est encore un des sujets qui remontent à la surface des entreprises. C'est plus forcément du J+1 où le 1 est peut-être transformé en 1 heure plutôt qu'en 1 journée. Mais c'était le premier projet qui rentre à la fois dans un projet que j'appellerais stratégie, hein, c'est plutôt stratégie, puisqu'il fallait revoir finalement le nombre, la flotte aérienne. J'ai beaucoup visité la France la nuit avec l'Aéropostale, c'était intéressant. Il y avait aussi toute la partie tri des lettres sur le réseau ferré. Et puis il y avait 1500 camions et tout ça, il fallait modéliser tout ça. Ils nous avaient demandé donc de faire ça. Ça a été notre premier projet qui traduit bien en fait ce qu'on appelle nous la stratégie, parce qu'on voyait aussi la gouvernance de l'ensemble, c'est-à-dire qui devait être responsable de quoi dans la gestion du réseau, avec 90 centres de tri, un nombre infini de bureaux de poste, etc. Donc méga projet dès le départ, je ne sais pas pourquoi. En même temps, on a eu un projet avec un grand brasseur qui nous a demandé si on pouvait les aider à planifier leur production. Ce grand brasseur faisait des bières de la marque 1664 et autres. Et ils se demandaient comment ils pouvaient réduire leur stock, parce qu'ils produisaient la bière, ça a des lignes de conditionnement qui ont des cadences de l'ordre de 100 000 bouteilles à l'heure.
avec des investissements énormes, à peu près 1 million d'euros plus que ça, je dis 1 million d'euros, c'est probablement plus d'investissement par ligne d'embouteillage, donc il n'était pas question de les multiplier. Et on produisait plein pot dès début janvier pour pouvoir passer la pointe qui avait lieu en juin, en juillet. On ne savait pas exactement, ça dépendait de la météo. Et donc on leur a développé un logiciel de planification des flux. C'était pratiquement le premier qu'il y a eu sur le marché, qui n'existait pas à l'époque. Et depuis, on a quand même pas mal évolué. On a pas mal évolué avec notre marché. Maintenant, il y a des supply chain managers dans toutes les entreprises, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc, qui ont repris une partie du sujet. Et à l'heure actuelle, on est toujours dans cette gestion des flux avec le e-commerce qui change quand même pas mal la donne du côté logistique et en particulier tout ce qui est du côté opération physique. Donc à l'heure actuelle, on a une très grosse activité qui est comment est-ce qu'on transforme nos entrepôts et les modes de préparation de commandes, sachant que là, ça fait beaucoup de manutention et qu'on cherche à organiser tout ça donc différemment et avec des entrepôts assez différents de ce qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Donc on couvre bien tout cet ensemble qui représente bien ce qu'est la supply chain à l'époque, avec un maître mot en fait qui est que on a été toujours, et là c'est effectivement nos types de clients qui sont des clients à flux. C'est des clients à flux, et j'insiste sur ce mot flux, puisque notre mantra, en quelque sorte, c'est on gère des flux, pas des stocks. Ça a l'air de rien, mais l'onde verte dont je vais vous parler, c'est ça. C'est les stocks, c'est pas forcément ce qu'on souhaite avoir. On veut plutôt gérer des flux. Les supply chains, c'est des flux. Ce sont des chaînes d'approvisionnement, et c'est ça qu'il faut gérer. Donc on va en venir au sujet peut-être. Oui, au sujet. Justement, déjà nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est que on commence à entendre parler de ce concept onde verte. On entend d'autres méthodes de planification des flux, notamment le DDMRP. Donc voilà, qu'est-ce que aujourd'hui, en quoi ça consiste? Vous avez commencé déjà un peu à l'aborder, mais en quoi ça consiste cette orientation vers la synchronisation des flux? Effectivement, c'est comme vous l'avez dit dès le départ. L'idée m'en est venue en fait avant de créer Diagma. Je travaillais au ministère de l'Équipement sur tout ce qui était trafic urbain. Et la grande préoccupation, c'était de faire que on fasse le moins de stock de voitures, si je peux dire, dans la circulation urbaine. Et donc le problème qui se posait à l'époque, c'était dans des grandes avenues. Genre, vous avez cité le boulevard Saint-Germain à Paris ou la rue de Rivoli. Enfin, la rue de Rivoli, actuellement, c'est plus exactement ça. Mais en tout cas, le boulevard Saint-Germain ou des grandes avenues comme celle qui, au Brésil, longe Copacabana, la plage de Copacabana, ou le pont de Tancarville même. Là-dedans, on a envie qu'il y ait le moins de stock possible et que le flux se déplace le plus agilement le plus rapidement possible. Alors rapide, c'est pas ça, parce que en réalité la vitesse est fixée, elle est de 50 km/h, mais ce qu'on veut, c'est que quand une flot de voitures part au vert d'un feu, quand il arrive au feu suivant, le feu devient vert, quand il arrive au feu d'après, le feu devient vert, etc. Donc toute l'avenue est libre. Et c'est ce qu'on appelle en trafic routier, enfin trafic urbain plutôt, l'onde verte. Et c'est effectivement ça qu'on a voulu mettre en place dans les entreprises. Alors je vais vous dire exactement pourquoi. Moi, le premier client que j'ai eu comme ça, qui m'a beaucoup étonné, c'était dans le textile. Et dans le textile, il y a plusieurs étapes de fabrication, avec le tricotage, la teinture, etc. Et tout ça, c'est fait dans des ateliers séparés. Et puis, on se transmet la marchandise plus ou moins élaborée tout au fil du
de ce voyage dans les ateliers. Et le premier client que j'ai eu comme ça, lui, quand un vêtement potentiel partait, si je peux dire, avec une ordre de fabrication, on le voyait au bout de 3 mois qui sortait de l'usine. Bon, eux, ça les choquait pas. Moi, ça me choquait beaucoup parce que je venais de traiter le problème de planification de Cronenbourg. Ça me choquait beaucoup. Je ne comprenais pas pourquoi on ne travaillait pas avec des lignes de production, pourquoi on n'équilibrait pas les flux et pourquoi on ne synchronisait pas les flux. Et donc l'idée, ça a été ça. Ça a été comment on fait pour synchroniser les flux et qu'au lieu de 3 mois, on puisse sortir en 3 jours l'ensemble des opérations. Et donc l'idée c'est propagé. Ça, c'était quand la première la première étincelle? La première, c'était, disons, dans les années 80. Donc ça, on en a fait quand même pas mal depuis, si je peux dire. D'accord. Et donc là, je me tourne vers Guillaume. Aujourd'hui, on en est où? Il y a un certain nombre de cas d'usage sur cette méthode. Oui, en fait, on a un certain nombre de cas d'usage, mais Jean-Philippe, Jean-Patrice, tu veux peut-être juste préciser un peu le concept. La recette avant de passer la parole à Guillaume, je vais préciser la recette telle qu'elle est indiquée, peut-être en la modifiant un petit peu. Donc en fait, la recette, c'est quoi? On analyse les flux prévisionnels. On analyse les flux prévisionnels, c'est-à-dire que on sait que tel vêtement, on va en sortir à peu près tant pour la saison. Donc on a quand même certaines prévisions. Guillaume vous parlera d'un autre exemple qui est beaucoup plus proche. Et donc il y a cette première étape. Ici, on a mis dessiné une ligne virtuelle. C'est plutôt, on analyse d'abord les flux prévisionnels. Ensuite, et ce qui est très important, c'est qu'on quantifie la fiabilité des prévisions, parce que rien ne se passe comme prévu. La demande, elle n'est pas du tout elle n'est pas forcément ce qu'on attendait. Et chez nos clients, maintenant, on nous dit, mais nos prévisions sont fausses. Et moi, je dis, mais on s'en fout qu'elles soient fausses. Oui, évidemment, elles sont fausses. Une prévision, c'est jamais le nombre qu'on vous donne. Ce qui est important, c'est de savoir, mais au minimum, on va en vendre combien? Au maximum, on va en vendre combien? Voilà. Donc, on s'appuie là-dessus. Deuxième chose, oui, mais quand on produit, les cadences ne sont pas exactement celles qu'on avait prévues. Non, évidemment, il y a une certaine fiabilité, donc il faut l'analyser. Même chose, les fournisseurs, ils nous donnent un délai. Mais ce délai, est-ce qu'ils le respectent? La plupart du temps, et surtout en ce moment, pas du tout. Donc il faut qu'on analyse aussi les délais. Donc toute cette question de fiabilité, c'est effectivement la deuxième partie de la recette. C'est très important. Mais c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, ou là il y a vraiment un focus sur cette partie fiabilité des prévisions? Déjà dans les entreprises aujourd'hui, c'est déjà le cas? Dans cette recette, pas vraiment. À l'heure actuelle, dans les entreprises, ce qu'on voit, c'est on parle de stock de sécurité. Ça, c'est un truc que je déteste. Ouais. On parle de stock de sécurité. Pour moi, ça ne veut rien dire du tout. En fait, on constitue des stocks et puis on dit, tiens, là, il va me falloir 3 semaines de stock ou 3 jours de stock, etc. Bon, déjà, ce n'est pas une très bonne mesure de la fiabilité. Donc c'est très important, effectivement, cette mesure de la fiabilité. Okay. Et quand on regarde, nous, chez nos clients, ce qui se passe, et je pense que vous avez la même chose, c'est que les prévisions, en réalité, elles sont souvent biaisées, mais pour des raisons humaines qui sont relativement évidentes quand on y réfléchit. Donc elles sont biaisées, et puis il y a une incertitude, et cette incertitude, il faut la connaître. Et donc c'est un élément qui est quand même assez essentiel. Et puis à partir de là, on crée des lignes virtuelles, c'est-à-dire on ne change rien physiquement, mais on revoit à travers les ateliers, on réserve un certain nombre virtuellement, on va réserver un certain nombre d'équipements qui vont permettre de synchroniser les flux lorsque on produira une certaine famille de produits. C'est ce qu'on appelle des lignes virtuelles.
donc qui sont bien cadencées, bien équilibrées, hein, comme des lignes automobiles en fait, de production de voitures, qui sont bien équilibrées. Et une fois qu'on lance une production, eh ben on sait que 1 heure après, 6 heures après, enfin bon, dépendant de la longueur du circuit et des opérations qu'il y a à faire, on verra le produit émerger. Donc on crée des lignes virtuelles. Hein, donc ce n'est pas des lignes physiques comme il y a actuellement, mais c'est des lignes virtuelles. Et avec ces lignes virtuelles, maintenant on est revenu à un problème connu qui est de planifier. Donc on planifie les lignes virtuelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire quand, et donc on réserve cette capacité. Et donc on planifie à l'intérieur de cette capacité et éventuellement on ajuste. Alors je dis éventuellement on ajuste parce qu'à la limite, c'est un jour ce que j'avais dit en boutade au supply chain, au planificateur chez Heineken, il me semble. Je lui avais dit, mais tu sais, avec cette méthode, tu planifies ta ligne, tu introduis les incertitudes sur les prévisions telles qu'on te l'a montré, tu pars aux Bahamas, mets ta veste sur la chaise quand même, tu pars aux Bahamas, tu reviens quelques mois plus tard, ne t'en fais pas, il y aura toujours les produits, ils seront là. Donc ça stabilise énormément les plans de production, ce qui est très important. Voilà, donc c'est le dernier élément de la recette. De la recette, ok. Et là, je passe la parole à... Si ça va. Là, il y a les bénéfices. Les bénéfices, on les a pas. Enfin, on les a abordés sur l'accélération de flux, ça c'est sûr. Suppression des stocks dormants. Il faut quand même des stocks. C'est pas magique, si ? Si, c'est magique parce que comme on a synchronisé l'ensemble des opérations, il n'y a plus de stock. Il n'y a que le stock qui circule, mais il n'y a pas d'arrêt. On n'est plus dans un système où on gère des stocks entre les ateliers et on dit, ah bah oui, gestion de stock, donc quand le niveau descend à ce niveau-là, je repasse une commande à l'étage précédent, etc. Donc on n'est plus du tout dans ce système. Comme m'a dit un de mes clients, ah oui, c'est un système qui est orthogonal à un autre qui, à l'heure actuelle, est sur le marché, qui fonctionne aussi très bien. Hein. C'est ça. Ok, donc, Guillaume, sur les différents secteurs et les projets qui peuvent être concernés par Onde Verte. Alors oui, effectivement, comme l'a dit Jean-Patrice, c'est plutôt des secteurs avec plusieurs séquencements d'opérations. Et c'est cela qu'on veut synchroniser, hein, plutôt que d'avoir des systèmes classiques où on fabrique, on met en stock, on ressort du stock et on fait l'étape suivante. Donc tout le principe est vraiment de réduire les temps d'attente. Et on sait, pour tous ceux qui ont fait du lean, qu'il y a beaucoup de temps d'attente dans les schémas de production. Donc on travaille vraiment sur la réduction de ces temps d'attente. Donc évidemment, on retrouve l'agroalimentaire, la pharma, la sidérurgie, le textile et les verriers, surtout ceux qui font du verre chaud, verre froid et toutes les étapes derrière. Et en particulier, assez récemment, en fait, on a appliqué la démarche dans la cosmétique pour un fabricant de parfums de luxe qui avait des gros soucis de capacité de ses cuves, un nombre de cuves limité, une complexité grandissante, une croissance forte, et qui nous a demandé est-ce qu'il n'y aurait pas une solution en fait pour quand on lance un jus, écouler complètement le jus et libérer les cuves. Et donc c'est l'exercice qu'on a fait en se disant on a une méthode, on va la mettre en œuvre chez vous et on va démontrer que ça marche. On a fait ça pendant 6 mois. Démontrer que ça marche, ça veut dire que jusqu'à présent, vous l'aviez déjà mise en œuvre ailleurs. Démontrer que ça marche sur ce cas précis. Voilà, oui. Comme on l'a vu précédemment, il y a plusieurs bénéfices. Il se trouve que eux, leurs bénéfices attendus étaient vraiment sur la cuverie, parce que c'est ce qui coûte cher, par rapport aux investissements à faire et à la réponse qu'ils voulaient donner au marché. Et donc l'objectif, c'était de réduire tous les encours au sein de ces cuves pour les libérer et faire d'autres jus. Et dans ce contexte-là, en fait, au lieu de faire un gros projet de conception, définition, des process, etc., comme on fait d'habitude, on s'est dit, on va faire la planification avec vous. On prend notre consultant, notre brillant consultant par idée,
On lui donne un outil de planification, un APS, et on fait le planning pour vous pendant 6 mois sur une ligne virtuelle qui faisait un lien entre la fabrication et une ligne de conditionnement avec beaucoup de produits sur lesquels Paris-D va revenir. Et donc, c'est à partir là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir développé un outil particulier. On peut utiliser un APS classique pour mettre en œuvre cette méthode. Oui, encore une fois, dans l'esprit, on veut pénaliser l'encours. Donc, oui. On ne veut pas d'encours. Donc, ce n'est pas une question d'un système ou un autre, c'est vraiment une question d'avoir un système quand même qui aide à pénaliser cet encours. Et il faut être aussi dans cet esprit-là, de dire que dès que je lance quelque chose, je veux que ça aille jusqu'au bout et que ça ne reste pas entre mes ateliers. Ok. Donc, Paris-D, c'est vous qui avez... qui était à la manœuvre chez le client. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé très bien, dans le sens qu'on a obtenu des résultats significatifs. Comme vous voyez, nous avons réduit de 2/3 le nombre de cuves nécessaires à la fabrication des jus. Alors, il faut savoir qu'avec le client, nous avions mis en place tout un système de KPI, d'indicateurs de performance, qui permet de mesurer l'impact de la méthode sur le taux de service, le niveau de stock, justement l'utilisation de cuves. Et là, vous avez un exemple. Avant l'application de la méthode onde verte, on avait besoin de 23 cuves pour fabriquer les 20 jus qui passaient sur une ligne virtuelle. Là, on a pris une ligne virtuelle. Avec l'application de la méthode onde verte, on n'avait besoin que de 8 cuves. Uniquement de 8 cuves. Et c'est parce qu'en fait, cette méthode, l'objectif est de supprimer l'encours. Et donc, ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait du jus qui restait dans les cuves après la phase de conditionnement, parce que les cuves étaient conditionnées en produit fini au fil de l'eau. La méthode, l'objectif, c'est de dire on va au bout du jus, on consomme le jus, et du coup, on vide la cuve, et la cuve redevient disponible pour une autre fabrication. Donc, ce qui a permis de réduire énormément le nombre de cuves nécessaires. Donc ça, c'était un des premiers objectifs. Le deuxième objectif, c'est qu'en parallèle, on a aussi accéléré justement les flux. Et on a passé, ici vous voyez, c'est le temps d'écoulement. Le temps d'écoulement, c'est le temps qui passe entre la mise à disposition du jus et le dernier soutirage. Donc en fait, c'est le temps, encore une fois, où le jus reste dans la cuve. Et on est passé d'une moyenne de 18 jours à 5 jours calendaires. Donc ça veut dire que le jus, pratiquement, dès qu'il est disponible suite à la fabrication, il est immédiatement conditionné et rendu disponible comme produit fini. D'accord ? Donc les 5 jours, après, c'est un délai incompressible du processus. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Et après, on a obtenu aussi d'autres objectifs. On a obtenu des résultats en termes de stabilisation du plan, justement. On a constaté que tous les ajustements qui étaient nécessaires au niveau du plan avaient lieu dans un horizon du moyen terme, donc au-delà de 8 semaines. Donc bien sûr, il faut toujours un peu ajuster le plan, comme le disait Jean-Patrice, mais on n'avait plus d'ajustements sur le très court terme, on avait des ajustements sur le moyen terme. Donc il y avait une vraie stabilisation du plan. Et voilà. Donc pratiquement, comment on a procédé ? Nous avons mis en place un processus de planification qui mobilisait les équipes du client, donc les prévisionnistes, le planificateur, l'approvisionneur, le responsable de l'atelier de fabrication et justement l'équipe Diagma. Et ce processus prévoyait déjà d'estimer la demande à servir. Donc on est parti de la prévision qui était calculée par le client avec une fréquence mensuelle. Et nous, côté Diagma, notre rôle, c'était de challenger cette prévision, de l'analyser, d'évaluer le biais, justement, donc la tendance à surestimer ou sous-estimer, et d'évaluer la fiabilité pour calculer une prévision, justement, maximum et minimum. Donc quel est le maximum qu'on peut s'attendre et quel est le minimum qu'on peut s'attendre. Donc après, cette prévision était injectée dans un outil de planification qui permettait de proposer un calcul à capacité finie, synchronisé entre l'atelier de fabrication et l'atelier de conditionnement. Et ce que vous voyez là, c'est que vous voyez, la planification permettait de synchroniser justement les deux premières étapes, la maturation et la macération. On vient réserver déjà à l'avance la disponibilité des cuves parce qu'on connaît quel est le délai de maturation et macération. Pardon.
et on vient à la suite réserver la disponibilité de la ligne de conditionnement en fonction du temps nécessaire à conditionner l'intégralité de la cuve, parce qu'on a des cuves de tailles différentes, et donc on vient réserver la disponibilité de la ligne de conditionnement. Donc, ce qui permet d'accélérer le flux et d'avoir à disposition des produits finis plus rapidement. Ensuite, ce plan était partagé une fois par semaine avec les équipes du client pour intégrer les aléas, retard fournisseur, retard de production, et ajuster le plan. Et donc l'outil, dans ce sens-là, était très utile parce que ça permettait immédiatement d'aligner le plan suite à des retards d'approvisionnement ou de fabrication. Justement, ces retards, enfin là, c'est en 2020, il va y avoir déjà des problèmes de pénurie matière, de retard. Est-ce que ça a montré une robustesse face à ce type de problème? Absolument. On a tout traversé. On a commencé, on était dans la phase de pandémie avec les fermetures. On avait aussi la fermeture de l'atelier de fabrication parce que les gens étaient coincés chez eux. Donc on a traversé cette phase, et vers la fin après de la mission, on a aussi traversé la phase de pénurie justement de matière. Donc et tout ça, on est arrivé à le gérer, et on a constaté que finalement le taux de service était toujours impeccable. Alors, est-ce qu'on peut en tirer quelques enseignements justement de facteurs de succès par rapport à ce cas d'usage? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Quels sont les prérequis pour que l'onde verte fonctionne? Oui, alors voilà. Donc, comme l'a bien expliqué par idée, il faut considérer la demande maximum. Donc, et encore une fois, souvent, l'incertitude, elle est bien absorbée le premier mois, mais après 2 ou 3 mois, c'est là où le biais rentre en jeu, et que les incertitudes calculées de façon un peu classique ne suffisent pas. Un recalcul régulier. Voilà. Planifier à partir d'un seul système maître. On a ici dans ce salon beaucoup d'outils. Quand on a beaucoup d'outils pour planifier, c'est un petit peu compliqué d'avoir la bonne information à un seul endroit pour prendre la bonne décision. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout réuni en termes d'information, de disponibilité, et donc d'avoir accès à si jamais il y avait une alerte sur un produit, on ne va pas lancer, parce qu'il nous manque un étui, on ne va pas lancer le parfum ou le jus, parce qu'on sait que ça va rester en encours tant que l'étui n'est pas là. Donc, il y avait cette sécurisation des appros en amont avant de lancer l'ensemble du flux pour arriver au bout sans encours. Comme l'a bien expliqué Jean-Patrice, ne plus raisonner en couverture de stock, mais en flux, c'est un vrai changement. Une petite conduite du changement, c'est toujours rassurant de se dire j'ai 20 jours, j'ai 30 jours devant moi de stock. C'est un élément facile de mesure. Et finalement, au niveau des opérations, les opérationnels dans l'usine, il y avait une espèce de course à reconstituer ce stock et cette couverture sans forcément de la demande derrière. Et donc notre conviction, elle est que c'est pas grave de descendre à moins de 7 jours de stock tant que la production est en cours et va recombler le besoin entre deux productions. Donc c'est un changement de philosophie là, un peu quand même. C'est un gros changement, oui. C'est vraiment de se dire j'ai pas besoin d'avoir un mois de stock sur tous mes produits en permanence. J'ai des cycles de production qui couvrent un besoin maximum sur une période. Et puis en fait, il y a un autre... je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, ça marche. Il y a un autre changement, c'est que comme on fait des lignes virtuelles, il faut maintenant un responsable de ligne virtuelle. Plutôt qu'un responsable de l'atelier fabrication, un responsable de l'atelier conditionnement, il faut vraiment un responsable de ligne virtuelle. Donc ça change l'organisation, ça change la manière de voir les choses, et ça simplifie largement donc ils ont estimé qu'ils avaient fait beaucoup de progrès. Okay. Et le dernier point, synchroniser les appros. Quand on dit ça, ça paraît évident. On se dit tous les systèmes MRP sont là pour faire synchroniser les appros. Mais en fait, quand vous regardez bien, les stocks de composants que vous avez dans les entreprises, ça dépasse assez souvent ce qui est prévu pour la production de la semaine prochaine. Et en fait, on met des sécurités un petit peu partout. Or, nous, notre volonté, c'est vraiment de
de définir la sécurité au niveau du besoin du produit et ensuite de l'intégrer jusqu'au composant. Donc l'idée, c'est vraiment que quand le composant arrive sur site, il est consommé par le plan de production qui l'attend. Donc il n'y a pas de stock au départ sur le site. Voilà, ça arrive, ça sort. C'est vraiment l'image de l'automobile, la synchronisation. Mais dans beaucoup d'autres industries, ça ne marche pas comme ça. Alors évidemment, il y a des aléas de délai de sécurité avec les fournisseurs. Et la seule raison pour avoir pour nous du coup un stock, c'est le fait qu'on a constaté que ce fournisseur pouvait être maximum 7 jours en retard. Et donc, il faut amener son produit 7 jours plus tôt. Mais pour la quantité prévue sur le lot de fabrication, pas plus. Et il faut voir qu'il faut voir que chez ce client, dans cet exemple, les délais d'appro étaient de 6 mois. Ah oui. Délai d'appro de 6 mois, ça veut dire qu'il faut s'y prendre 6 mois à l'avance pour pouvoir approvisionner des flux qui vont être consommés ensuite, presque instantanément, dans la partie fabrication et ensuite dans la partie conditionnement. Est-ce que le concept il s'étend, parce que là finalement on a l'impression que c'est sur un site de production, mais est-ce qu'il peut s'appliquer à la supply chain étendue entre divers maillons de la chaîne? On l'a aussi regardé effectivement chez un fabricant de flacons de parfum. Qui était où il y avait effectivement ce qu'on appelait dans la chimie avant un processus genre SNCF, c'est-à-dire où on passe d'une usine à l'autre, puis une troisième usine, et effectivement on peut faire une ligne virtuelle à travers tout ça, et à travers le fournisseur. Donc c'est vraiment, on pense supply chain, on pense flux, on pense pas stock, on arrête de penser stock. Encore une fois, il s'agit de lignes virtuelles, donc physiquement il n'y a rien qui va se déplacer, on ne doit pas considérer des lignes physiques, mais ça reste des lignes virtuelles, conceptuelles. Donc les différents composants de la ligne peuvent se trouver à différents endroits. Mais vous avez déjà testé ce type ce cas d'usage-là ou pas encore? Si, on l'a testé. On l'a testé aussi dans d'autres environnements, dans la sidérurgie par exemple, où là aussi les délais peuvent être relativement longs. Et on peut ramener vraiment divisé par 10 pratiquement les délais. Enfin, c'est un concept qui est quand même très puissant. Hein. Mais qui ne s'applique, je le répète, qui ne s'applique que au système, au supply chain, dans lequel il y a plusieurs étapes de production. Production, ça peut aussi être du transport, hein, la production. Mais il faut qu'il y ait plusieurs étapes de production pour qu'on puisse les synchroniser. S'il n'y a qu'une seule étape, ça n'a pas grand intérêt. Ok, et donc là cette slide, c'est ce qui résume un petit peu ça, c'est de savoir... Le premier, là, effectivement, c'est de la conception de projet. Vous construisez un bâtiment, bon, il faut effectivement que les choses arrivent au bon moment, etc. Mais ce n'est pas sur ce genre de production qu'on applique, nous, notre système de ligne virtuelle ou d'onde verte. C'est plus sur des systèmes qu'on appelle en anglais les job shops, c'est-à-dire où on passe les flux de produits passent pas forcément dans le même ordre sur tous les équipements. Hein, ça peut changer, comme on le voit sur le dessin. Ça s'applique aussi au flow shop, qui est le genre de parfumerie là dont a parlé Guillaume, où là il y a des étapes, mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes étapes, même si ce n'est pas les mêmes cuves, comme il disait. Donc là aussi, ça s'applique très bien. Et en fait, ça revient un petit peu à ce qu'on fait dans l'automobile, c'est-à-dire d'avoir des lignes équilibrées. Mais c'est des lignes virtuelles qui fonctionnent à travers le système. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, d'avoir votre expertise sur la comparaison avec justement quelque chose de très à la mode, la méthodologie des DMRP, qui est justement aussi qui touche aussi à la planification, qui est plutôt orientée sur les stocks, les différents types de stocks de sécurité ou pas, en tout cas. Comment vous voyez la chose? Est-ce qu'il y a vraiment des différences fondamentales entre les cas d'usage pour les deux méthodes? Est-ce
Est-ce qu'au niveau philosophique, c'est totalement différent? Moi, je crois que le DDMRP, alors vous avez raison, hein, le DDMRP, comme m'a dit un de mes clients, mais c'est une méthode orthogonale à la vôtre. Ah oui. Perpendiculaire. Effectivement, on gère des stocks et puis on remonte peu à peu. Donc c'est une méthode qui est complètement différente, hein, puisqu'on gère flux, on pense flux et on pense pas stock. Mais je pense que le DDMRP a apporté pas mal de choses à ce qui est industriel, parce qu'il a forcé à réfléchir un petit peu à ce qui se passait, où mettre des stocks intermédiaires, comment les dimensionner. Et donc ça a apporté, disons, une certaine sécurité, je vais dire, à la production. Mais c'est une méthode qui est orthogonale à cette méthode onde verte qui évidemment réussit très bien dans tout ce qui est, j'allais dire, produits frais. Hein. Le trafic urbain, c'est des produits frais. Hein. Le transport aérien, tout ça, c'est des produits frais, si je peux dire. On veut pas de stock, on ne veut pas attendre. Et avec les philosophies actuelles de délai raccourci, il faut livrer le client extrêmement rapidement, je pense que c'est la bonne voie. Et alors Guillaume, est-ce qu'on a bien compris que cette méthode, elle était déjà dans l'air du temps, en tout cas chez Diagma et dans vos cerveaux depuis quelque temps, mais pourquoi en parler particulièrement aujourd'hui? Est-ce que le contexte qu'on traverse est particulièrement propice au fait de mettre en place ce type de méthode? Alors, effectivement, on a vu beaucoup de publications sur le DDMRP et effectivement, dans certains cas, ça s'applique. Mais dans tout ce qui est industrie, planification de manufacture, on s'apercevait aussi en même temps qu'il y avait des stocks d'encours un petit peu partout et que potentiellement ces démarches méthodologiques, comme tu le disais tout à l'heure, qui disaient « Ah mais quand on a 2 bâtiments différents pour faire 2 opérations, il faut qu'on prenne un petit peu de marge, donc on le met en stock, on se met un petit buffer là, au cas où ils viennent le chercher un peu plus tôt, ils finissent un peu plus tôt ». Et finalement, tout ça, ça génère des stocks un petit peu intermédiaires partout. Et en fait, c'est plus une logique de flux. Et on a voulu justement réfléchir. Et effectivement, je suis arrivé chez Diagma en 2013. Je venais de cabinets de conseil qui avaient beaucoup adopté l'APIX, toutes les terminologies de l'APIX, le MRP, etc. Et c'est vrai que même le MRP, quand on raisonne sur les différents niveaux du MRP, des différents OF, incite à faire des ruptures de charge plutôt qu'à travailler en flux continu. Et donc, on a un peu réfléchi, on s'est dit, mais comment on peut faire ça? Et finalement, on s'aperçoit que quand on a un outil de planification qui permet de bien voir les différentes étapes, c'est plus logique, même pour les opérationnels, de leur présenter un plan qui dit quand on a fini cette étape-là, on va enchaîner la suivante tout de suite. Et ça s'est très très bien passé avec les opérationnels. Aujourd'hui, là vous parliez de cette industrielle du parfum et du luxe. Il y a d'autres projets dans d'autres types d'industries qui pourraient ou qui sont aujourd'hui intéressés par ce type de projet? Alors, on n'en a pas parlé. Jusqu'ici, on n'en parlait pas. Et dans ce que je vois, moi, dans l'industrie, je suis un peu affligé, si je peux dire. Je suis un peu affligé. Alors, je dis ça parce que je pense qu'il y a pas mal de consultants dans la salle. Et je pense que c'est bien pour les consultants d'avoir des nouvelles méthodes et de voir les choses un peu différemment. Et je pense que l'industrie, justement, où on met un temps fou pour arriver du début de la production jusqu'à la fin de la production. Moi, je me rappelle, j'avais vu ça chez Safran aussi, pour l'usinage des aubes de réacteurs. On mettait 2 ans pour usiner un truc comme ça, alors qu'en réalité, si on regarde le temps de travail, et c'est bien connu depuis longtemps, le temps de travail sur ces aubes de réacteurs, c'était quelques jours, c'était pas 2 ans. Mais bon, comme chacun fait son ordonnancement dans son coin,
on se retrouve avec quelque chose qui prend énormément de temps. Alors que là, finalement, une ligne virtuelle, c'est quoi? C'est un préordonnancement, quoi. C'est un préordonnancement qui est déjà établi. Quand on veut produire une aube de réacteur de tel type ou un parfum de tel type, il faut effectivement réserver telle et telle capacité et puis planifier à l'intérieur de ça. Et donc je pense que c'est pour l'industrie française et peut-être d'autres, puisque maintenant on est dans d'autres pays, je pense que ça permet vraiment d'économiser la planète, quoi, si je peux dire. Pour l'aéronautique, ça pourrait être... On n'a pas de projet dans l'aéronautique. On n'a pas de projet dans l'aéronautique, mais il y a pas mal d'autres projets qui se profilent. Et je pense qu'il y a beaucoup de consultants qui pourraient aussi mettre en œuvre ce genre de pratiques. Mais voilà, juste pour préciser, Jean-Patrice parlait tout à l'heure du textile. Il y a beaucoup d'opérations qui ont été exportées dans le textile. Les choses sont vraiment découpées. Et on se rend compte que des fois, le délai, effectivement, pour réaliser, tout à l'heure on parlait de textile sur un enchaînement d'opérations au sein d'un même site, mais quand c'est au travers de plusieurs sites et qu'il y a des opérations de transport entre les deux, il faut avoir cette ligne virtuelle, il faut raisonner en flux et se dire, effectivement, on séquence chaque semaine une étape et voire 2 ou 3 jours, et on planifie aussi les opérations de transport pour être sûr que l'ensemble des éléments sont là au moment de l'assemblage final ou de la couture finale. Sans doute qu'on peut le faire aussi avec des solutions maintenant de visibilité transport. On a peut-être plus d'informations pour pouvoir réduire un peu l'incertitude sur les... Est-ce que ça vous inspire? Parce que on a encore quelques minutes pour les questions. Est-ce que c'est dans l'ADN de Supply Chain Event de poser des questions aussi avec la salle? Est-ce que vous avez quelques questions sur cette nouvelle? Alors nouvelle, en tout cas, c'est maintenant que vous en parlez, mais c'est pas si nouveau chez vous. Mais en tout cas, cette méthode qui gagne à être connue sur la partie planification et synchronisation des flux. Non, pas de questions? Si? Il y a une question. Vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Alexandre Koudim, consultant. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. Donc j'ai une question pour revenir sur le changement de mentalité. Donc pour éliminer les encours et les stocks de sécurité. En interne, je comprends parfaitement. Mais au bout de la chaîne, en interne, lorsqu'on dépend des fournisseurs et des clients, pour changer de mentalité et pour éliminer les stocks de sécurité, j'imagine que ça implique qu'il faut aussi que les fournisseurs et les clients changent de mentalité et que peut-être que pour eux, ils puissent s'adapter. Il faut que leurs fournisseurs et leurs clients puissent changer de mentalité et ainsi de suite. Et du coup, jusqu'où dans la chaîne est-ce qu'on peut remonter comme ça? Et si un élément n'est pas capable de s'adapter, est-ce qu'il faut s'en débarrasser ou est-ce qu'il faut se résigner à avoir au final un stock de sécurité? Je comprends bien la question. Je crois, en tout cas. Je crois que c'est la même relation qu'on peut avoir entre les fournisseurs, avec les fournisseurs dans les exemples qu'on a donnés. Le fournisseur, on peut lui donner une meilleure visibilité sur ce qui va se passer et sur les besoins qu'on va avoir, mais on sait très bien qu'on ne contrôle pas le fournisseur et qu'il y a des aléas. Et en fait, c'est ces aléas dont il va falloir qu'on intègre. Si je prends l'exemple de la société dont parlait Guillaume, où les délais sont de 6 mois, en réalité, ça peut... je sais pas, le délai maximum, il doit être... Là, 6 mois, c'est une moyenne. Hein, c'est entre 5 et 7 mois. Donc, on va dire, OK, on va faire comme si ça pouvait être 7 mois. Hein, les produits, normalement, devraient arriver avant. Hein, il y a de bonnes chances qu'ils arrivent avant. Et là, ensuite, se pose la question, bon, c'est vrai, il va y avoir du stock, puisque la production, elle n'est prévue que sur les 7 mois qui avaient été, ou les 6 mois qui avaient été réservés. Et à ce moment-là, c'est un accord avec le fournisseur qui est de dire, tes aléas, c'est toi qui vas payer on ne te paiera pas avant le délai maximum qu'on a prévu, et qui est
qui était imputable finalement. Et on arrive à avoir ce genre de discussion avec les fournisseurs. Donc c'est censé avoir un effet vertueux sur le fournisseur, sur les appros du coup. Enfin, déjà, on sait l'industrie automobile, elle y est arrivée. Enfin, elle synchronise bien ses fournisseurs sur ces chaînes d'assemblage. Pourquoi les autres industries n'y arriveraient pas ? Il y a dans les autres industries une logique de taille de lot. Il y a des contraintes qu'il faut avoir en tête. Mais la logique de synchronisation, personne ne peut la contester. Enfin, surtout quand on est dans sa voiture et qu'on a envie d'avoir des feux verts devant. Le principe, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul produit. Il y a plusieurs produits et que donc il faut bien réserver ces créneaux de passage pour que les fournisseurs se calent dessus et qu'ils comprennent bien que les produits doivent arriver à l'heure pour qu'ils s'assemblent dans le créneau qui est prévu. Et effectivement, c'est vertueux. Enfin, c'est vrai que sur l'exemple de l'industrie automobile, il se pose là le problème du flux tendu. Là, on le voit bien. Dès qu'il y a une pénurie sur un composant, ça bloque tout. Là, est-ce que c'est résilient face à ce problème-là ? C'est-à-dire qu'on va suffisamment réserver à l'avance pour qu'il n'y ait pas de blocage. Non, si on prend le Covid et si on prend des événements qui ne se sont jamais produits, c'est très peu probable que ça marche. Hein, c'est-à-dire qu'on peut prévoir un délai maximum, mais un délai super maximum, on ne va pas le prévoir. Et on n'a pas intérêt même à le prévoir. Donc, c'est sûr. Là, mais c'est vrai que le client là, dont on parle, il a tenu beaucoup plus que les autres. Oui, et donc, dans le cas où on l'a mis en place, effectivement, il faut gérer les aléas d'approvisionnement de composants comme les aléas de prévision. Voilà. C'est des aléas, il faut les intégrer en avance de phase. Il faut analyser quels peuvent être Bien sûr, là, comme disait Jean-Patrice, si on a le cas de Covid, c'est un cas un peu exceptionnel, mais sur la base des données historiques, on est capable d'identifier quels peuvent être les aléas et quel peut être le délai maximum. Donc, on les intègre dans la méthode, ce qui fait qu'on arrive à synchroniser les flux, même des fournisseurs, sur un délai maximum. Voilà. Et après... Ok. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je suis Hicham Okrani de la société Smart Tunisie. C'était juste, moi je crois que ces derniers temps, on en voit beaucoup d'imprévus. Au-delà de ce qui s'est passé pendant le Covid, n'oubliez pas aussi ce qui s'est passé sur le canal de Suez, ce qu'a pu engendrer. Et là, je crois, ces dernières années, on est en train de rencontrer pas mal d'imprévus. J'estime, à mon sens, à moi, c'est que la logique dit qu'il vaudrait mieux avoir un stock pour une durée, pas pour trop longtemps, pour une durée déterminée, mais ne pas en avoir, tel que dit le monsieur, c'est vraiment un grand risque, là. Non, mais vous avez raison, on ne dit pas qu'il ne faut pas en avoir. On dit qu'il faut analyser la fiabilité du fournisseur et agir en conséquence, en fait. Hein, c'est-à-dire que le fournisseur qui vous annonce un délai de 6 mois et qui parfois met 7 mois, on va intégrer le fait que c'est 7 mois. Bon, donc on lui passe des commandes 7 mois à l'avance, mais il va les livrer au bout de 6 mois. Donc on aura un stock. Ensuite, ça dépend à qui on fait porter la responsabilité de ce stock. Et effectivement, là, s'il peut y avoir un mécanisme vertueux qui est de dire, non, mais c'est toi qui paies le stock, on ne te paiera pas le mois justement parce que normalement, tu arrives à mettre 7 mois, donc il faut que tu réduises il faut que tu aies un délai plus fiable, sinon ça va te coûter quelque chose. Ok, donc on a compris aussi qu'il y avait à la fois, ça impliquait justement des changements, d'éventuels changements dans les relations qu'on peut avoir avec les fournisseurs, d'éventuels changements aussi un petit peu dans les fournisseurs, hein, parce qu'il y a aussi avec les fournisseurs internes. Avec les fournisseurs internes et aussi d'éventuels changements dans l'organisation parce qu'on va avoir des responsables de lignes virtuelles et qui vont raisonner vraiment sur la totalité du flux et pas seulement sur des différents ateliers.
Mais on a vu justement le client en question, il a changé son approche, il a mis en place des pilotes de flux, des planificateurs de flux, alors qu'avant il y avait un responsable de la ligne de conditionnement, un responsable de l'atelier de fabrication, un responsable, un approvisionneur. Maintenant, ils réfléchissent pour revoir cette structure et organiser les équipes en planificateur de flux qui couvrent l'ensemble de la chaîne, bien sûr sur des périmètres plus réduits. Mais c'est vraiment un changement de culture et de réflexion. Ok, ben, en tout cas, merci beaucoup à vous trois pour nous avoir fait découvrir ce nouveau concept. Et puis, je vous propose de les applaudir chaleureusement.